4 professionnels venus d'ailleurs ont répondu à l'invitation. Nous pouvons les en remercier. Je vais les nommer tout de suite. Marie-Christine Serrato de Benedetti, qui est chargée de mission lutte contre la discrimination à la ville de Villeurbanne. Sonia Lindier, qui est chargée de mission lutte contre la discrimination à la ville et la métropole de Nantes, qui nous expliquera ça. Mélanie Dauban, qui est chargée de mission lutte contre la discrimination à la ville de Paris. Et Claire Dupin, qui est coordinatrice du plan local de lutte contre la discrimination sur Paris 19e arrondissement au sein de l'association ASPFD Prévention du site de la Villette. Alors, donc merci de votre venue. On a envisagé de vous poser deux types de questions. Bon, la première, tout simplement, nous décrire, nous expliquer les principaux éléments caractéristiques des dispositifs respectifs que vous animez, peut-être en pointant les similitudes, les différences et particularités de vos dispositifs par rapport à celui de l'agglomération grenobloise. Une question de périmètre, de portage, d'objectifs de ce que le dispositif prétend produire et de son mode de fonctionnement. Et puis on aura la deuxième question après. Donc je vous propose de répondre déjà à cette première question. Je fais une présentation de ces éléments caractéristiques des dispositifs que vous avez. Marie-Christine de Benedetti pour commencer. Donc Villeurbanne. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de l'invitation, élus et techniciens de la lutte contre les discriminations. Je suis déjà venue plusieurs fois, alors pas forcément, l'Assemblée s'élargit à chaque fois, mais pour présenter le dispositif villeurbanais, notamment ce qu'on a appelé un réseau de vigilance pour l'égalité et la non-discrimination qui a débuté son action en 2008. Donc on a un petit peu de recul, j'espère pouvoir vous en faire bénéficier. Alors d'ailleurs, ce réseau a été reconnu comme une bonne pratique par le Forum européen pour la sécurité urbaine. Et donc ça c'est intéressant parce que là on n'est pas dans le champ pur de la lutte contre les discriminations, mais dans des dispositifs sur les questions de la sécurité des citoyens. Et la violence discriminatoire est aussi une atteinte à la sécurité des personnes. Donc ceci étant dit, donc je ne vais pas représenter notre dispositif villeurbanais, mais simplement vous redonner sa structure et puis prendre quelques minutes pour vous présenter à nouveau une extension en fait, de ce réseau. Donc finalement, comme à la métropole grenobloise, on cherche aussi à élargir le réseau. J'ai un tout petit des schémas qui permettront de sans doute, j'espère, de simplifier la démonstration. Voilà, simplement donc pour le carré que vous avez alors, sur votre gauche, donc fait référence au réseau de vigilance que j'avais déjà présenté, et donc il est un réseau d'intermédiaires, comme c'est le cas pour une part ici à la métropole grenobloise. Et dont la fonction de ce réseau, c'est d'intégrer la lutte contre les discriminations dans les pratiques de ces professionnels, dont la mission est d'accompagner des personnes pour accéder à des droits sociaux ou d'autres droits éventuellement. Et donc, effectivement, eux, dans ce réseau de vigilance, ce qui est attendu, c'est une intervention, un traitement par ces professionnels, par ces structures associatives ou institutionnelles, lorsque effectivement il y a connaissance d'une discrimination, il est possible d'agir, même si c'est pas agir forcément devant des juridictions, sans
pour autant, en tant qu'intermédiaire. Le second réseau qui a été créé cette année, c'est un réseau simplement de points d'information sur le droit de l'antidiscrimination et sur les lieux que nous avons, les permanences que nous avons mises en place à Villeurbanne, dans lesquelles les personnes qui pensent avoir vécu une discrimination, à la fois sont entendues, sont informées sur leurs droits et éventuellement sont accompagnées juridiquement ou judiciairement. Nous avons deux permanences, plusieurs permanences du défenseur des droits, des délégués du défenseur des droits à la maison de justice et du droit de Villeurbanne, et une permanence d'avocats spécialisés sur cette question, et ça je tiens à le signaler parce que c'est très important que les personnes sachent qu'ils vont voir quelqu'un spécialement sur les discriminations, qui est particulièrement formé sur les discriminations, et donc il va aussi avoir une modalité d'écoute, de travail qui va être différente pour prendre en compte la violence particulière, notamment la violence particulière de la discrimination. Et donc ces deux réseaux alimentent un observatoire local des discriminations qui, là, nous permet d'une part de vérifier ce qu'on fabrique finalement, puisque, par exemple, c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'au moment de la fusion de la HALD dans le défenseur des droits, tout d'un coup, le nombre de situations traitées avait chuté sur le territoire. Pourquoi? Parce que le délégué du défenseur des droits, désormais, il traitait d'autres dossiers, il ne pouvait pas tout traiter. Donc on avait des délais d'attente dans les permanences qui étaient beaucoup plus longs, et les gens n'avaient pas forcément, ils pouvaient renoncer. Donc on a alerté, on a travaillé ensemble, et aujourd'hui on a même trois permanences, trois demi-journées de permanence du délégué du défenseur des droits à la NJD. Ce qui est important, et peut-être en présentation, mais du coup je le dis tout de suite, c'est que je crois que par rapport à vos questionnements que vous aviez là sur comment accompagner au mieux les personnes qui désireraient que l'égalité soit restaurée, ou que les personnes qui ont fait des discriminations soient au moins rappelées à l'ordre, voire même sanctionnées. Sur le territoire de Villeurbanne, je pense qu'il y a un travail qui se fait qui est très utile. C'est le travail que fait l'avocate, que vous connaissez d'ailleurs, parce qu'elle s'appelle Myriam Attari, qui tient les permanences dans une association et qui souvent travaille en préparation des dossiers pour saisir le délégué du défenseur des droits. Ce qui fait que la personne n'est pas lâchée une fois qu'elle a été voir le défenseur des droits, mais que du coup, elle peut même rappeler l'avocate si elle a besoin. Il y a un lien qui est sans doute plus proche, moins institutionnel que ça peut se faire avec un délégué. Donc ça, c'est une chose. Juste un point sur ce réseau, puisque je voulais... ce réseau de points d'information, ça nous permet deux choses. L'idée, c'était de se dire, nous faisons à Villeurbanne le même constat qu'a fait Marisa Lel-Puati, conseillère régionale du défenseur des droits. Le droit de l'antidiscrimination est très mal connu en France. Il n'y a jamais eu de grande campagne nationale sur ce droit, pour informer à la fois les discriminateurs et les discriminés. Donc nous pallions localement ce manque par un engagement politique qui est de dire la ville souhaite faire ce qui est en son pouvoir ou pour aider les gens à être moins discriminés, pour faire en sorte que ceux qui discriminent le moins possible aussi. Et donc il nous apparaissait très important que sur le territoire villeurbanais, il y ait un maximum de lieux qui puissent diffuser l'information sur qu'est-ce que c'est qu'une discrimination, mais surtout l'information qui est diffusée, c'est aussi celle-là, c'est ce que vous voyez sur l'affiche, la discrimination est illégale. L'autre information qui est diffusée, c'est ensuite une fiche d'information
qui donne une définition sommaire de ce qu'est la discrimination, y compris juridiquement, et surtout donne les adresses des lieux d'accès au droit à Villeurbanne, 2 lieux dans lesquels nous sommes certaines, que les personnes seront bien accompagnées par des juristes ou des délégués du défenseur des droits compétents, et nous veillons d'ailleurs à cela dans le cadre du réseau de vigilance. Donc là, vous voyez les points sur le territoire dans lesquels on trouve une information sur le droit et donc qui sont reconnaissables par ce macaron sur la porte. Ici, point d'information, lutte contre les discriminations. Voilà, ça ne suffit pas, mais néanmoins, c'est nécessaire à ce que les personnes, d'une part, sachent qu'elles vont trouver de l'information, et ça engage aussi les structures, évidemment. Alors, nous allons sensibiliser, former, et les structures se sont engagées dans une charte. Alors, les chartes, c'est pas pour faire joli, c'est toujours nécessaire de cadrer les choses en matière de discrimination, c'est-à-dire de dire vos engagements, c'est quoi les engagements de la ville de Villeurbanne, si on est dans un engagement territorial. Pourquoi? Parce que ce qu'on demande à des structures ou même à la ville, c'est pas forcément, c'est pas des engagements militants, c'est des engagements professionnels. Donc ça veut dire que pour que des personnes qui travaillent dans des structures soient autorisées à informer les gens et soient aussi compétents pour le faire, il faut qu'il y ait un engagement institutionnel sur cette question-là. Et l'engagement dans les points d'information, c'est un engagement à justement mettre ce macaron sur la porte, à avoir tous les outils d'information, à informer les gens sur le fait que la discrimination est illégale et à les orienter vers des structures d'accès au droit. Merci. Nantes, ville et métropole. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter rapidement le réseau nantais, donc, qui est beaucoup plus récent que celui de Villeurbanne, où il existe en fait depuis 2015. Donc, voilà, c'est encore très récent comme démarche. Si je dis très rapidement la genèse en fait, de la construction du réseau, c'est un petit peu partout. Pareil, voilà, au niveau du territoire national, c'est que on a fait le même constat, on a fait un diagnostic avec l'accès sur l'offre d'accès au droit d'accompagnement. On s'est aperçu qu'il y avait très peu de gens qui portaient réclamation ou plainte. De l'autre, sur le territoire, c'est vrai qu'on a une offre d'accès au droit, mais qui reste très généraliste. Au final, il y a peu de focus, de zoom en fait, sur la question des discriminations. Donc là, l'idée, c'était vraiment, le principe, c'était de se dire, à un moment ou à l'autre, voilà, il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait une offre d'accès au droit d'accompagnement des publics pour vraiment la question des discriminations. Alors, nous, la particularité, c'est que, alors déjà, voilà, par rapport à la question de l'île de Nantes en métropole, au niveau du portage, c'est ce qu'on appelle la mission égalité, qui est un service mutualisé de Nantes Métropole, mais l'action, elle se fait à l'échelle du territoire nantais. Voilà, après, sur le court terme, je pense que ça changera, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et peut-être la différence avec Grenoble, c'est que nous, le réseau d'acteurs, en fait, c'est pas un réseau d'intermédiaires. Ça pourrait peut-être plus le parallèle de la cellule de veille, c'est qu'en fait, on est plutôt sur un réseau qui est centré donc, sur des acteurs qui proposent une offre d'accès au droit d'accompagnement. On avait aussi le souhait d'avoir une entrée multicritères et domaines. Dans l'absolu, voilà, quand il y a aussi des acteurs qui sont présents, existants sur le territoire. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver des associations historiques comme le MRAP, la LICRA, le Centre LGBT, CDF, l'Association de Paris de France, des associations de victimes, des syndicats, défenseurs des droits bien sûr, le CDAD, la police nationale, et puis ce qui a été important avec la constitution des réseaux, c'est que ça a permis aussi de créer ou recréer un lien, je dirais, avec le procureur adjoint et le parquet, le pôle antidiscrimination. Voilà, c'est aussi parfois l'intérêt de travailler en réseau, ça fait aussi un peu levier, voilà, quand il faut renforcer des liens avec les institutions. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme tout réseau, c'est vrai que les débuts ont été beaucoup axés sur la formation, parce qu'il y avait une vraie demande des acteurs de se former sur le sujet. Donc c'est vrai que la première année, c'était plutôt des rencontres très axées sur ce volet-là.
Et depuis là quelques mois, bon, on a pris un peu de distance, je dirais, avec ce volet formation, et on était plus sur des modalités un peu d'organisation et de constitution d'outils. Donc là, c'est vrai que je pense qu'il y a des parallèles aussi avec l'expérience de Grenoble, donc on a mis en place une fiche de repérage pour, voilà, quand les acteurs repèrent des situations, qu'ils puissent les faire remonter. Alors c'est anonyme, mais bon, le but c'est de partager ensemble et voilà, dans la mesure du possible, d'en faire une analyse collective. Voilà, pour monter ensemble, je dirais, en expertise sur ce sujet-là. Et on a aussi travaillé, justement dans le lien avec le pôle antidiscrimination, de retravailler sur la fiche de signalement du pôle, mais voilà, de faire des positions au parquet pour qu'elle soit plus efficace. Et un des derniers outils, en fait, alors c'est pas un outil, mais bon, c'est bien un outil, mais on travaille aussi sur... Il y avait un besoin des acteurs, en fait. Beaucoup se connaissaient, et d'autres ne se connaissaient pas du tout. Ou avaient une vision au final pas très fine de ce que proposait, je dirais, le voisin du quartier d'à côté ou l'association qui est un autre et tout. Donc on avait vraiment besoin de travailler sur des fiches acteurs pour identifier un peu l'offre, c'est-à-dire tout simplement qui fait quoi, qui propose quoi, et dans la mesure du possible aussi travailler sur un peu ce que j'appelle la chaîne d'intervention, c'est-à-dire à quel moment tel acteur peut-être se positionne. Alors peut-être certains vont être sur du primo-accueil, d'autres vont un peu plus loin sur la chaîne d'intervention. Donc ça, c'est vrai que c'est une étape qui est un peu longue, mais qui est essentielle pour vraiment mieux formaliser le réseau et je dirais le rendre aussi plus efficace, parce que c'est vrai qu'entre acteurs, moi, quand on sait qui fait quoi et sur qui on peut compter aussi, peut-être par rapport à certains types de situations, c'est vrai que ça peut faciliter aussi, l'orientation. Une des dernières choses que je voulais vous dire, c'est que la démarche du réseau, en fait, elle s'inscrit dans une démarche plus globale, qu'on nomme antidiscriminante, voilà, bon, on a une difficulté, le réseau est récent, mais c'est vrai de faire remonter parfois des situations. Donc en parallèle, on travaille aussi avec un groupe d'habitants, dans l'idée aussi de produire des témoignages, voilà, de personnes qui sont concernées, parce que quand on est victime de discrimination, ça nous a permis de donner un peu de matière. Alors bon, encore à la limite, c'est pour l'instant on n'a pas une situation où les gens avaient envie d'aller plus loin, mais à un moment ou l'autre, bon, ça a permis, voilà, de constituer quelque chose pour qu'on puisse en faire un travail collectif. Sur le court terme, on mettra aussi en place un guide des acteurs de l'accès au droit, voilà, pour rendre visible l'offre, parce qu'il y a une offre, il y a des acteurs compétents sur le territoire, mais voilà, il faut qu'on puisse communiquer sur ce que font chacun. Et donc je vous disais, pour l'instant on est à l'échelle du territoire nantais, mais voilà, on a valorisé l'action, en fait, du réseau dans le plan territorial de lutte contre l'exploitation du contrat de ville, donc dans l'idée aussi d'intégrer les autres communes, voilà, qui sont signataires, qui ont un quartier prioritaire, à faire partie du réseau, et peut-être aussi à identifier d'autres acteurs que nous on ne connaît pas. Et à travers ça aussi peut-être de mieux, comment dire, afficher aussi une entrée lutte contre les discriminations au sein des MJD, des PAD. En fait, voilà, à travers le contrat de vie aussi travailler avec le CDAD, Centre départemental de l'accès au droit, pour vraiment, comme je vous dis, par rapport à un constat d'une offre d'accès au droit généraliste, d'essayer voilà, de donner un affichage aussi lutte contre les discriminations. Donc voilà, en quelques mots. Merci. Ville de Paris et Paris 19. Et Ville de Paris et Paris 19, elles vont vous expliquer. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, il y a la richesse qu'on soit deux de Paris, donc on va pouvoir vous expliquer un petit peu l'imbrication de nos deux réseaux de repérage tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Alors nous, le plan de lutte contre les discriminations à l'emploi du 19e arrondissement, il existe depuis 2007 et sa spécificité, c'est que c'est un portage associatif. Donc sur Paris, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de plan de lutte sur tous les arrondissements. Il y en a un sur le 19e et il y en a une personne qui est à mi-temps sur le 12e arrondissement. Voilà. Alors, nous, notre réseau de repérage, il existe depuis 2011. Donc il a été assez largement inspiré par le réseau de repérage de Villeurbanne. Et donc, il réunit des professionnels du champ social, de l'emploi. Donc on a pas mal d'intermédiaires de l'emploi. On a des associations de migrants et on a des signataires du référentiel qualité. Et ce référentiel qualité, c'est un petit peu notre démarche intégrée, nous, sur le territoire, qui est, on pourrait dire, c'est un petit label
label égalité, sachant qu'on a des petites structures, des gens qui n'ont pas forcément les moyens de passer énormément de temps sur la lutte contre les discriminations, pas forcément les ressources. Donc on a créé vraiment un outil qui était en cohérence avec les moyens des acteurs du territoire. Et puis, on a également des acteurs de l'accès au droit. Donc, on a le plan d'accès au droit et on a le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Et puis, évidemment, on a un partenariat avec le Défenseur des droits, ce qui nous permet évidemment d'avoir de la légitimité, d'une part, et de pouvoir les faire intervenir aussi sur des interventions thématiques. Par exemple, on avait repéré avec les acteurs beaucoup de questionnements autour du critère de l'apparence physique, hein, qui englobe aussi énormément de choses, et donc on avait fait intervenir à cette occasion-là notre correspondante régionale du Défenseur des droits. Voilà. Alors, nous, c'est un réseau qui vient vraiment du terrain, hein, puisque le plan de lutte a été créé suite à une formation-action et qui a donné lieu petit à petit à ce réseau de repérage. Donc, ça a vraiment été, c'est parti d'un travail de co-construction des acteurs qui ont souhaité se réunir justement pour échanger autour de ces questions de discrimination et plus particulièrement pour pouvoir les repérer. Alors les objectifs, on est vraiment un petit peu sur ceux de Grenoble. Donc on est de se retrouver entre différents acteurs qui sont des intermédiaires aussi, hein, puisqu'on a seulement 2 acteurs de l'accès au droit. Donc de se retrouver pour pouvoir réagir collectivement face à des situations. C'est-à-dire que je crois identifier et repérer une situation de discrimination dans ma pratique professionnelle. J'ai eu un minimum de formation sur la question, j'ai besoin d'échanger avec d'autres professionnels, déjà pour qualifier cette situation, pour voir est-ce que c'est, a priori, ça semble être une discrimination ou non, et d'un point de vue de la posture professionnelle, comment est-ce que justement je fais pour accompagner ces personnes victimes au mieux et pour les réorienter aussi vers les structures ressources. Donc les grands objectifs sont vraiment de repérer les discriminations, de les identifier, et d'autre part de les consigner. Donc ce qui peut, c'est-à-dire qu'on a un outil qui s'appelle la fiche de repérage, hein, qui est aussi commun à plusieurs réseaux, qui permet aux professionnels de remplir, donc est-ce qu'il y a un critère, est-ce qu'il y a un domaine, est-ce qu'il y a une situation d'inégalité de traitement, donc ça leur permet de qualifier la situation et d'autre part, eux aussi, de poursuivre leur qualification là-dessus. Et donc moi, ça me permet de pouvoir faire fonction d'observatoire. Donc moi, je consigne ces différentes fiches et ça me permet d'avoir une vision des discriminations qui sont repérées par les acteurs. Ça me permet aussi de voir l'implication des différents acteurs sur la thématique, de repérer leur niveau de formation et puis aussi de voir quelles sont les discriminations les plus visibles, les plus prégnantes sur le territoire. Alors, du point de vue du fonctionnement, on se réunit à peu près tous les 2 mois. On est de 10 à 12 participants. Et voilà, on essaie de tourner un petit peu dans les structures, puisqu'on se voit vraiment comme un réseau égalitaire. Moi, je suis l'animatrice, mais je ne suis pas l'experte de la discrimination. On se dit qu'on est tous experts de nos sujets et qu'on est aussi ici pour se qualifier mutuellement et pour devenir ensemble des experts. Et puis, donc on a, mais ça Mélanie reviendra dessus, donc on avait pas mal de questionnements juridiques où justement on avait des difficultés à qualifier ces situations. Et là, désormais, depuis que la ville de Paris a mis en place ce réseau de repérage à l'échelle parisienne, on a ce qu'on appelle une hotline juridique, c'est-à-dire une juriste spécialisée sur les discriminations, à qui on peut poser les questions qu'on va se poser au quotidien. Et ça nous permet d'avoir des éléments de manière assez rapide et des éléments très sûrs juridiquement. Donc ça permet aussi aux professionnels de se sentir plus à l'aise avec certaines situations de discrimination. Voilà, alors nous, voilà, contrairement à Nantes, on a très peu d'associations historiques. En revanche, et par rapport à Villeurbanne, donc on n'a pas non plus formalisé cette question de point d'information, mais c'est vrai que ça semble intéressant. Mais on garde quand même cette idée que les participants au réseau sont vraiment des intermédiaires entre les personnes victimes de discrimination, potentiellement victimes, et le droit, avec un grand D qui peut sembler être très très loin aussi pour ces personnes victimes, et donc que ces professionnels sont vraiment des relais et des facilitateurs. Hein, on voit vraiment comme une chaîne de discrimination, et donc il faut que tous les acteurs soient formés sur la question pour pouvoir accompagner au mieux
les personnes victimes. Voilà, donc ce réseau, c'est vraiment un espace d'échange, de ressources entre professionnels. Ça permet aussi de développer le maillage territorial, de faire vivre la question des discriminations sur le territoire, et puis de répondre aussi à des problématiques collectives. Donc quand on est nombreux à se poser des questions, eh ben, ça me permet aussi de mettre en place différentes actions de formation, de sensibilisation, des groupes de travail. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. J'interviens en dernier, donc je ne voudrais pas paraître redondante parce qu'il y a des objectifs dans le réseau parisien qui recoupent les réseaux de mes collègues. Je voulais juste dire qu'on travaille en réseau aussi dans toute la France, entre chargés de mission contre les discriminations, donc on s'inspire aussi des réseaux, des dispositifs, des nouvelles idées innovantes que les unes et les autres peuvent avoir. Donc forcément, il y a des lignes de force qu'on partage, qu'on a en commun, et puis il va y avoir des singularités, des histoires de construction de réseau en fonction du territoire qui là sont un petit peu différentes. Donc le réseau parisien de repérage et discrimination qu'on a baptisé REPAR, l'acronyme réseau parisien de repérage, c'est le plus jeune du coup, des réseaux d'attaque on l'a inauguré officiellement en décembre 2016. Il a été initié par la mairie de Paris. Donc on s'est vraiment beaucoup inspiré du réseau Villeurbanne et du réseau porté par la PSV dans le 19e arrondissement qui avait une grande antériorité par rapport à nous. Il a vocation à s'intéresser à tous les domaines et à tous les critères, pas uniquement l'emploi. Voilà. On partage vraiment le même constat de base, à savoir très peu de réclamations, et puis des professionnels qui travaillent un petit peu en silo, qui ne se connaissent pas nécessairement, l'accès au droit, les intermédiaires de l'emploi, le champ de la jeunesse, de la santé, et pour qui cette question de discrimination elle est trop peu portée transversalement, donc l'idée de les qualifier de manière déjà thématique, et puis ensuite de les faire se rencontrer. Les objectifs, c'était aussi que les professionnels ne coproduisent pas les discriminations, donc qu'ils puissent mieux la repérer pour eux-mêmes, qu'ils puissent réfléchir à leur pratique professionnelle et qu'ils puissent la repérer dans les récits que font les usagers qu'ils peuvent rencontrer, pour mieux aussi les accompagner ensuite dans leur parcours d'accès au droit. On a commencé, du coup, comme le disait Sonia à Nantes, par un dispositif de formation-action. On a vraiment, là c'est peut-être la singularité par rapport à mes collègues, on a commencé à cibler les structures de l'accès au droit. Donc les points d'accès au droit, il y en a 5 à Paris, 5 PAD, et 3 maisons de justice et du droit, où on a vraiment formé toutes les équipes au repérage, à la qualification juridique des discriminations, aussi bien les personnels qui sont à l'accueil des structures, qu'une trentaine de juristes associatifs qui font des permanences dans les PAD, 5 délégués du défenseur des droits ont participé aussi à ces formations sur les 22 délégués parisiens. Notre objectif, c'était aussi de tisser des liens entre des juristes qui ont chacun leur spécialité, des délégués qui ont plus l'expertise du terrain des discriminations, et ça travaillait assez peu ensemble. Donc c'était l'idée qu'ils se rencontrent aussi pendant 6 mois, donc les formations actions duraient 6 mois, une demi-journée par mois, avec l'idée que les gens apportent des situations réelles et concrètes qu'ils avaient rencontrées dans leur pratique professionnelle et qu'elles puissent être analysées et déconstruites collectivement. Et puis les responsables de structure aussi, pour eux-mêmes ne pas coproduire de discrimination dans leur recrutement, par exemple, dans leur pratique d'encadrement, et puis qu'ils portent cette question-là aussi en interne et qu'elle ne soit pas uniquement portée par quelques référents. Donc aujourd'hui, dans les 8 structures dans l'accès au droit à Paris, tous les professionnels ont été formés dans un premier temps pendant 6 mois, au début de l'année 2016, et on a continué à proposer des cycles de qualification juridique sur des questions très juridiques, donc les voies de recours non judiciaires, les voies de recours judiciaires pour discrimination, et toute une séance autour du régime de la preuve. Quelle preuve était valable dans quel type de juridiction. Donc ça, c'est des choses qu'on continue à mener une fois par trimestre. Et ensuite, donc là, ça va vraiment se rapprocher des autres expériences en France. On a ciblé les intermédiaires de l'emploi et de l'insertion. On avait déjà un groupe constitué par le passé qu'on a remobilisé. Donc autour d'échanges de la pratique, pareil, ce sont 6 mois, une fois par mois. Là, on travaille plus les questions d'argumentaire, quand ils sont face à des entreprises qui leur proposent des offres d'emploi discriminatoires ou qui cherchent à citer tel ou tel profil, comment eux peuvent développer un argumentaire pour ne pas la coproduire et pour aussi faire de la pédagogie et si besoin rappeler le cadre juridique aux entreprises pour qu'elles ne produisent pas de la discrimination. Et plus récemment, on a monté un groupe d'acteurs de la jeunesse, toutes thématiques confondues, santé des jeunes, logement des jeunes, emploi, insertion, animation, éducation. Toujours sur la logique de la formation-action qui se réunissent une demi-journée pendant 6 mois, où on a travaillé du coup la question du repérage des discriminations, mais aussi comment en parler
comment oser en parler avec les jeunes, comment monter des actions collectives avec eux, et sortir parfois du déni et du dilemme entre demander, ou en tout cas induire aux jeunes qui peuvent rentrer dans une forme de norme sociale pour trouver un emploi, pour trouver un logement, pour s'insérer, s'intégrer, parfois le mot est utilisé, et en même temps rappeler le cadre antidiscriminatoire qui induit aussi des logiques de transformation sociale et dont les acteurs jeunesse peuvent être des vecteurs. Claire a parlé de l'assistance juridique ou hotline, donc ça c'est une plus-value qu'on propose à tous les professionnels du réseau Répar à Paris. Tu l'as expliqué, donc voilà, il y a une question soit sur un cas individuel particulier, soit une question plus générale qui concerne le droit antidiscriminatoire. Ils peuvent saisir par écrit une juriste qui a 4 jours pour leur répondre. Donc voilà, ça c'est un service qu'on propose aux professionnels. On a également créé avec ce qu'on appelle les têtes de réseau. Donc, à Paris, il y a 3 arrondissements qui s'engagent particulièrement sur ces questions-là, le 19e, le 12e arrondissement et le 10e. Donc avec ces têtes de réseau locales, on a construit une fiche de repérage parisienne. Et dans les projets à venir, on a également un guide pour les professionnels. L'idée de faire un petit peu comme à Villeurbanne, ce background, en tout cas une communication aussi grand public, et on s'ouvre aussi aux associations spécialisées, soit sur des critères ethno-raciaux, LGBT, droits des femmes, etc. Et notre objectif maintenant pour cette bientôt 2e année du réseau, c'est que tous ces gens formés se rencontrent et travaillent concrètement sur des cas et puissent orienter les victimes au mieux. Merci. Alors, deuxième question, rapidement peut-être pour les comptes de temps aux questions du public. Quel que soit le stade de développement des dispositifs dont vous vous occupez, quels sont aujourd'hui les enseignements, retours d'expérience, points de vigilance selon vous, vous paraissent les plus utiles à partager aujourd'hui avec donc, les membres du réseau grenoblois pour le bon développement de leur réseau. Marie-Christine. Nous pourrions travailler ensemble pendant une journée sur cette question, puisque donc il faut effectivement on repère évidemment des freins, on en a déjà parlé, on a des freins qui sont des freins nationaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique nationale de lutte contre les discriminations construite. On repère aussi quand même la faiblesse et voire des réseaux militants, sans doute aussi lié au fait qu'il y a moins de soutien. Des réseaux militants de lutte contre les discriminations qui pouvaient accompagner les personnes à faire valoir leurs droits. Donc on est dans ce contexte-là, et donc il faut prendre en compte, et c'est d'ailleurs nos points relais d'information, c'est un peu pour essayer de pallier à le manque d'information. La permanence d'avocats qui est portée par une association de partenaires du réseau, c'est aussi pour pallier au fait qu'on avait auparavant une association militante de lutte contre les discriminations qui n'a pas pu continuer à faire des permanences d'avocats. Moi, je vois des points de vigilance qui sont très, très, très importants. Et on a parlé de la coproduction, ne pas coproduire. Et je ne suis pas sûre qu'on se comprenne bien. Alors du coup, je vais essayer, je vais le redire, je vais le dire à nouveau. Les réseaux d'intermédiaires de l'accès aux droits avec DS, avec AX et AS, c'est pourquoi? C'est que ces structures dont la mission est l'accompagnement dans l'accès à des droits doivent agir lorsqu'elles repèrent des discriminations qui freinent l'accès à ces droits pour les personnes. Puisque un des éléments très importants structurellement, je dirais politiquement, déontologiquement, professionnellement, c'est de ne pas faire reposer sur les personnes victimes de discrimination le fait que
une action publique ou un réseau de vigilance ou de lutte contre les discriminations marche ou ne marche pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que le législateur aussi a donné des pouvoirs aux défenseurs des droits, aux associations et aux syndicats, qui peuvent agir à la place des personnes. Mais les intermédiaires de l'accès aux droits sociaux et autres ont aussi la mission, si ce n'est des pouvoirs, au moins, ce qu'il faut intégrer, c'est que c'est dans les missions d'un intermédiaire de l'emploi d'appeler une entreprise lorsqu'une personne revient en disant voilà la question qui m'a été posée lors de l'entretien. Et le réseau, il est là pour étayer cette possibilité du professionnel et de la structure de pouvoir le faire. C'est-à-dire de pouvoir écrire un mail sans évidemment se faire accuser de diffamation, de savoir poser des questions sans accuser, de demander des explications, de s'appuyer sur des éléments juridiques et de s'appuyer sur l'engagement qui est pris, puisque ça donne au moins une légitimité supplémentaire qui ne devrait pas être nécessaire, mais qui l'est souvent. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue, parce que sinon, c'est un réseau, non pas de lutte, mais de coproduction qui repère. C'est-à-dire que du coup, on montre des discriminations, mais on ne les traite pas. Et c'est ténu. Et donc là, effectivement, il y a donc, pour ce qui me concerne, je me sens responsable du fait de ne pas que le réseau ne soit pas simplement un réseau où on repère des discriminations et on se dit bah, on a rendu visible, mais on n'a rien fait, parce que évidemment ça n'a pas beaucoup d'intérêt et c'est violent aussi. Donc du coup, c'est là où il faut adapter à chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut accompagner davantage, tout en prenant en compte les rapports de force. Et effectivement, aujourd'hui, l'allié fondamental que nous avons sur le terrain, c'est le défenseur des droits. Donc le défenseur des droits aussi a une responsabilité importante, puisqu'il doit prendre la mesure du fait que bien souvent, parce qu'effectivement on peut faire ces intermédiations, rappeler le droit, on peut faire plus en tant qu'intermédiaire, en tant que structure associative, on peut aller rencontrer les personnes pour dire moi sur ce dossier j'ai besoin d'explications. Il peut y avoir aussi une intervention politique de la collectivité locale qui anime le réseau, donc qui aussi est engagé, qui dit voilà, sur mon territoire, nous avons repéré plusieurs situations, par exemple à l'ordre des médecins, nous souhaiterions que vous fassiez un rappel à un certain nombre de médecins, ou que nous nous rencontrions pour voir comment on peut agir, et c'est là où on monte en généralité. Et pour le défenseur des droits, c'est effectivement comprendre que c'est un recours, c'est en ce moment une structure qui permet, qui a légitimité, qui a des pouvoirs et qui est d'une grande utilité lorsqu'il y a des délégués sur les territoires, parce qu'il n'y en a pas sur tous les territoires, pour réparer, pour rétablir l'égalité, pour rappeler le droit et pour éventuellement aller plus loin et pourquoi pas sanctionner les discriminateurs. Je crois aussi qu'il ne faut pas oublier cette éventualité. Le droit, c'est aussi ne pas accepter les discriminations. Moi, je le vois au sein du réseau, voilà, on a eu un temps de formation collective, je m'inclus dedans aussi. Donc on se dit tiens, bon, voyez, on est calé, on est formé sur les discriminations, donc je vais savoir ça s'en est, s'en est pas. Et parfois au final il y a une peur de se dire tiens, je vais faire monter ça auprès du réseau, parce que au final je suis pas si sûre que ça, quoi. Et donc voilà, là dans les remarques, voilà, c'est ça, c'est de dire faut oser, faut faire remonter, vaut mieux se dire j'ai pu donner à voir une situation, je l'ai partagée collectivement avec les membres du réseau. Bon, peut-être qu'au bout d'une heure, 2 heures, on se dit tiens, c'est pas ça, mais au moins je trouve que ça participe aussi à la vie du réseau, à l'analyse collective et à la montée en compétences. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il ne faut pas se censurer aussi, parce que parfois, quand on décortique des situations, on découvre aussi un parcours et avec d'autres choses.
Et une deuxième remarque qui est vraiment liée à ça, c'est qu'en même temps, il ne faut pas s'arrêter, je pense, au constat qu'on peut faire dans nos structures, voilà, qu'elles soient institutionnelles, associatives, du fait de dire « Ah, bah non, il n'y a pas de situation de discrit, il n'y a rien qui est remonté, il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de plainte ». Je pense qu'à un moment, bah, face à ça, il faut peut-être être dans une démarche plus proactive. Alors quand je dis proactive, on s'entend, c'est à un moment, c'est de dire bah, comment j'affiche que ma structure, elle est engagée dans la lutte contre les discriminations. C'est pas juste de la communication, mais c'est afficher quelque chose, quoi. J'ai une discussion voilà, avec quelques associations qui sont membres du réseau qui ont ça, je dirais, dans les statuts de l'association, qui me disent faire, mais qui à un moment ou à un autre, peut-être parfois dans une plaquette de communication qui est destinée à habitants, ne marque pas accès au droit, accompagnement des personnes discriminées. Donc à un moment, j'essaie de travailler là-dessus, c'est à un moment ou à un autre, vous vous engagez, bon bah affichez-le, et peut-être que dans quelques mois, ça aura une incidence et qu'il y a peut-être des gens qui vont oser franchir la porte de la structure. Alors, par rapport aux conseils qu'on pourrait donner, qui seraient issus de l'expérience du 19e arrondissement, alors d'abord, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais le partenariat avec le défenseur des droits, qui me semble central, très important. Les partenariats également avec les structures d'accès au droit et qui permettent aussi la connaissance, l'interconnaissance entre les structures, puisque nous on peut avoir l'impression que les gens se connaissent et en fait pas du tout. Et ça déjà c'est indispensable aussi pour qu'ils puissent bien réorienter, pour qu'ils puissent connaître l'offre qui existe sur le territoire et pour pouvoir mieux réorienter les personnes victimes vers les personnes compétentes. Alors, du point de vue du suivi des cas qu'on a identifiés, alors effectivement, hein, dans ce qu'évoquait Marie-Christine tout à l'heure, nous, c'est vrai que je pense qu'on est plutôt bon sur le repérage. Sur le traitement, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent, par exemple, demander un conseil, et dans la plupart des cas, en fait, les personnes n'évoquent pas en premier lieu une situation de discrimination. Elles vont venir pour chercher, par exemple, un autre conseil ou chercher un emploi ou un logement. Et c'est là que, justement, ce professionnel qui aura été formé va réussir à identifier dans le discours de la personne qu'elle aura peut-être vécu une situation de discrimination. Et donc, la difficulté, c'est que quand cette personne ne revient pas dans la structure, effectivement, on a bien identifié la discrimination, mais pour autant, le traitement va pouvoir être plus compliqué derrière. Donc, d'une part, il y a cette question, il peut y avoir cette frustration pour les professionnels de ne pas pouvoir aller plus loin, et en même temps, avec ce point de vigilance aussi qu'on disait tout à l'heure, de ne pas agir à la place des victimes. Et nous, par exemple, sur le 19e arrondissement, on a une population qui est assez précaire de manière générale. Et donc c'est vrai que les juristes ou les accompagnants, les intermédiaires, vont vouloir d'abord, et les victimes aussi, effectivement, vont d'abord vouloir aider la personne à trouver un emploi, à trouver un logement, à avoir accès à ses prestations sociales. Et donc c'est là aussi où est le danger, c'est-à-dire qu'il faut quand même évidemment respecter le souhait des personnes victimes et ne pas non plus les pousser dans un sens où elles ne souhaiteraient pas aller en priorité. Alors sur la question aussi de la réaction des professionnels face aux victimes, effectivement il y a nous en tant qu'animateurs, animatrices, tête de réseau, et puis il y a les autres professionnels aussi qui composent ce réseau. C'est comment est-ce que je réagis justement face à une discrimination. Est-ce que j'écris un mail directement au discriminateur? Est-ce que je fais un courrier? Est-ce que j'en parle à ma hiérarchie? Donc ça nous a semblé aussi important de mettre en place un process, alors évidemment qu'il soit individualisé en fonction des structures, mais parce qu'il y a une salariée, par exemple, qui avait identifié un cas, qui a écrit directement au discriminateur, qui était en l'occurrence un très bon client de cette structure, et donc après on lui est tombé dessus, sa hiérarchie lui est tombée dessus. Donc là, on se dit, voilà, qu'est-ce que je mets en place moi en interne pour aussi me protéger en tant que professionnel et pour mettre ma hiérarchie dans la boucle, pour que aussi, quand je sollicite la personne en question, que ça puisse avoir plus de poids, puisque c'est très important aussi de ne pas se retrouver isolé, de ne pas se retrouver tout seul. Et donc ça fait aussi partie des recommandations que je pourrais avoir, à savoir que quand c'est possible, d'avoir plusieurs référents discrimination. Donc de ne pas avoir une seule personne référente,
parce qu'on se trouve isolé, parce que parfois il y a des cas qui sont assez difficiles aussi et qu'on a besoin d'en parler en interne. On a aussi envie de faire passer toutes ces informations et de ne pas se retrouver, on peut être aussi marginalisé dans ces cas-là. Donc ça c'est aussi un point qui me semblait intéressant. Et puis, alors dans un certain pragmatisme aussi, d'avoir conscience qu'il y a aussi beaucoup de victimes qui ne souhaitent pas forcément aller plus loin. Donc effectivement, dans le traitement de cette discrimination, c'est pas forcément d'aller en justice, hein, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça me paraît aussi assez sain d'avoir ça en tête, même si évidemment il ne faut pas se résigner. Hein. On a toujours espoir que plus il y ait de cas et plus les personnes pourront poursuivre. Mais voilà, en revanche, ça me paraît quand même important pour ne pas non plus avoir trop de désillusion et de frustration d'avoir ça en tête. Et donc ça, nous par exemple, on s'en est rendu compte aussi, notamment grâce à cette dimension d'observatoire, à toutes ces fiches, et on voyait qu'il n'y avait pas de suivi suite aux remontées de ces fiches. Et puis voilà, ce qu'on avait remarqué sur le rapport au droit, c'est qu'il pouvait y avoir, de la part des intermédiaires de l'emploi, un certain complexe vis-à-vis des non-juristes, en se disant oui mais moi je ne suis pas juriste donc je ne vais pas être compétent justement pour pouvoir identifier et accompagner ces personnes. Donc voilà, dans un sens, il ne faut pas avoir ce complexe puisque chacun a son métier, connaît sa structure, connaît son public, donc ça c'est là où il y a une force. Et de l'autre côté, il faut aussi être vigilant à ne pas non plus se considérer comme juriste pour ne pas non plus préqualifier des situations et se tromper et aussi peut-être dire à la personne désolé, c'est pas une discrimination, je peux rien faire pour vous. Voilà. Donc avoir peut-être ça aussi en tête des deux côtés par rapport à ce rapport au droit. Et voilà, donc en gros les conseils et les points de vigilance que j'avais. Merci. Juste quelques éléments d'enseignement, parce qu'on est encore une fois un réseau assez jeune, mais en mettant des choses en place, des formations actions, en réunissant les gens, donc déjà les constats qui peuvent être faits. La complexité à Paris, c'est la taille du territoire, qui est divisée en 20 arrondissements, chaque arrondissement, une mairie d'arrondissement qui est autonome. Donc la complexité politique, c'est aussi que la maire adjointe, sur ces questions-là, Hélène Bidard, doit nouer des alliances politiques aussi avec chaque arrondissement pour qu'il puisse aussi dégager des moyens pour qu'il y ait une tête de réseau local par arrondissement qui s'engage sur ces questions, parce qu'en termes d'animation de réseau, je suis la seule, je suis en mairie centrale dans un service administratif, dans une direction. Donc voilà, il y a beaucoup de partenaires, à la fois municipaux, mais bien sûr extra-municipaux, associatifs, etc. Donc s'il n'y a pas une tête de réseau comme l'éclair par arrondissement pour coordonner tous les acteurs du territoire en lien avec la mairie d'arrondissement, c'est clair, être dans une association, tu es en lien avec la mairie du 19e, donc ça peut être un portage municipal ou associatif. Dans les 3 arrondissements que j'ai cités, il y a une diversité de cas. Donc voilà, aujourd'hui sur 20 arrondissements, il n'y a que 3 arrondissements mobilisés, donc il y a toute une partie du territoire qui localement n'est pas couverte. Donc là c'est un enjeu stratégique pour la ville, et c'est vrai qu'en termes d'agglomération grenobloise à la métro, il y a peut-être aussi ces mêmes enjeux d'un territoire assez grand. Ce qui existe à Villeurbanne, à savoir un lieu spécialisé tenu par des avocats sur la discrimination, ça n'existe pas à Paris aujourd'hui. Il y a bien sûr les délégués du défenseur des droits, mais qui, dont la vocation est aussi de faire le règlement des situations à l'amiable. Ils n'ont pas toujours cette qualification juridique fine, en tout cas sur les 22 délégués. Donc c'est quelque chose aussi à laquelle on réfléchit, et que tout ce qu'on appelle les prescripteurs, même les accompagnants juridiques, pourraient orienter systématiquement, de manière assez automatique, vers un lieu unique qui traiterait tous les critères, tous les domaines de discrimination, ce qui aujourd'hui n'existe pas. On va orienter vers des assos qui sont spécialisés ou sur le critère ethno-racial ou sur les questions d'homophobie ou de sexisme, etc. Mais il n'y a pas forcément un guichet unique. Donc ça peut être aussi quelque chose à réfléchir. Tu disais, Claire, tisser des liens entre les acteurs qui ne se connaissent pas du tout. Quand on a fait le groupe Acteurs Jeunesse, ils n'avaient aucune idée de vers où orienter des jeunes victimes de discrimination. Donc leur faire rencontrer le point d'accès au droit, les assos militantes, etc. Et vraiment créer ces espaces en tant que mairie. On a les moyens, on a de l'espace pour le faire. Donc coordonner et animer ce réseau, pas juste mettre dans une salle et voir, mais les faire travailler ensemble sur des cas concrets. Et puis juste pour finir, on s'est rendu compte, notamment les acteurs de l'accès au droit, qu'en proposant des modules strictement juridiques, c'est des professionnels qui ne sont pas à la base engagés, ils sont plutôt des juristes généralistes ou avec des spécialités, mais pas des spécialités antidiscriminatoires.
en ne proposant que des modules de formation strictement juridique. Quand on a déjà des résistances, on peut voir la justice que comme une artillerie très lourde vers laquelle les gens, on suppose qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller. Peut-être à juste titre, mais en tout cas, on ne voit que les obstacles. Et on s'est dit que ça manquait un peu de politisation aussi du discours et qu'on avait envie d'ajouter un peu des apports en sciences sociales et de sociologie aussi dans ces formations pour replacer aussi ces questions, pas que comme des parcours individuels de victimes qui n'ont pas envie d'aller vers le droit ou que la justice va broyer, ce qui est peut-être vrai, mais aussi de replacer en termes de rapport de domination ces enjeux-là et pour trouver du sens aussi à agir, quoi. Donc voilà, c'est parmi les perspectives qu'on a. Merci beaucoup, des témoignages très riches. On a un peu de temps pour vos questions, monsieur, sur ces témoignages. Oui. Bonjour, je m'appelle Pierre Vicero, je représente l'association LAGLO, ce qui veut dire les associations d'habitants du Grand Grenoblien bientôt, c'est le regroupement métropolitain des vieux quartiers associations grenobloises. Nous venons de signer la charte. Le président m'a envoyé un mail en me disant on a signé, mais est-ce qu'on ne s'est pas engagé un peu à la légère? Parce que, pour le dire humblement, pour nous ce n'est pas une question. Sauf que, j'en ai un peu réfléchi, on s'est dit, une association qui se pose la question de l'environnement, du cadre de vie et de la vie démocratique locale, la participation, l'implication, la considération de la vie des habitants, on a peut-être une opinion ou un questionnement à se poser, en interne et puis dans ce qu'on vit. On peut se dire que, par exemple, les catégories de population qui ne participent pas à la vie publique, c'est le fruit des discriminations. Donc moi, à partir de ça, j'ai deux minuscules remarques. J'ai entendu Nantes, Paris, nous sommes à Grenoble. Ça veut dire que 3 des communes, compagnons de libération, sont engagées contre les discriminations. Je trouve qu'à un moment donné, dans les discours politiques des élus masculins qui parlent de l'histoire, pour moi, je vois une continuité en termes de logique, en termes de démarche. Ça, c'est la première remarque. La seconde, je veux dire aussi simplement que je le ressens. Est-ce un hasard si c'est plutôt féminin? Je vais le dire simplement. Ensuite, je vais être pratique. Le plan de déplacement urbain, qui a une annexe sur le handicap, obligatoire, est-ce que ça ne pourrait pas avoir une annexe sur la lutte contre les discriminations? J'ai participé en tant que conseil de développement de la métropole à la constatation sur le PRH. Ça a été énoncé sur le mode de l'évidence. Demande que les commissions d'attribution soient filmées. Parce qu'il était évident pour les habitants qui étaient là, les conditions d'attribution ne respectent pas les principes de justice et la loi. Donc la question, est-ce que le PRH ne pourrait pas porter ça? Moi j'ai une troisième question. J'ai entendu des institutions. Est-ce que les organismes sociaux, CAF, Assurance Maladie, URSSAF, RSI, la police nationale, l'éducation nationale, est-ce qu'ils ont des choses à dire? Apparemment, la justice est mobilisée ici. Est-ce que la police nationale sont concernés? Moi, j'ai juste un peu de mémoire. 2005, le nord de Grenoble fait la fête, les CRS à la Villeneuve. 2010, il s'est passé aussi des choses. Donc je me dis, à un moment donné, quelles sont les marges de progression pour impliquer les institutions qui ne sont pas concernées? Et dernière question, nous avons parlé d'université. Est-ce que la communauté d'établissement d'enseignement supérieur ne pourrait pas conduire des recherches sur ces situations-là localement? Et 2, monter des formations. Alors, mesdames, des questions vous voulez répondre? Peut-être, madame la vice-présidente aussi, une question peut-être. Non, mais ce sont des questions extrêmement intéressantes. Justement, on s'interroge en tant que collectivité territoriale, la métropole, parce que nous pouvons tous produire de la discrimination. Je le disais il y a quelques jours, voilà, je l'espère pas en tout cas, notamment de la part des vice-présidents et vice-présidentes en charge des questions importantes que vous avez évoquées de manière volontaire, évidemment. Mais de manière involontaire, on peut être amené dans nos pratiques, dans nos comportements, à créer des formes de discrimination.
vous parliez de la participation citoyenne, donc là, du coup, ça me concerne. Et c'est vrai que dans le début de la démarche, quand on a mis en place le dispositif de participation citoyenne, on a tenu, avant même de prendre la délibération cadre qui consistait à dire comment on allait mettre en place cette question de la participation citoyenne, on a pratiquement mis 1 an avant de produire cette délibération cadre. Alors, tout le monde était très pressé, mais moi je ne l'étais pas. Je tenais vraiment à ce qu'il y ait une phase de rencontre, d'échange, et aller au plus près des citoyens. Mais on a une vraie difficulté, c'est vrai, parce que lorsque l'on organise des forums, des réunions à l'extérieur, etc., on se retrouve un peu entre soi. Et c'est vrai, je vous retrouve régulièrement, d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, notamment au Conseil de développement. Donc c'est un vrai souci. Lorsque nous nous sommes posé la question de la composition justement du Conseil de développement, on nous a dit vous prenez trop de temps, vous n'allez pas assez vite. Eh oui, non, mais d'accord, mais il a fallu réfléchir à cette composition du Conseil de développement. Et vous savez très bien qu'on a eu des débats assez animés, on va dire, parce que mon souhait, c'était pas forcément de tout faire exploser, évidemment, mais c'était de faire en sorte que ce Conseil de développement puisse être composé de collectifs aussi proches de la réalité que possible. On a créé, par exemple, un collectif jeune, un collège jeune, c'est un pari, parce que c'est une absence notoire de jeunes dans l'Assemblée précédente. Hein, et vous le savez bien. J'ai tenu à ce que ce soit paritaire dans la composition du bureau. Et là aussi, ça a pris du temps, parce qu'on m'a proposé un scénario où il y avait beaucoup d'hommes et peu de femmes. Elles sont là, les femmes, souvent, c'est vrai, sur des questions sociales, sur le logement, sur les politiques sociales, sur beaucoup de sujets comme ça, elles sont nombreuses. Elles sont moins nombreuses dans des sujets plus nobles, entre guillemets, hein, mais je dis ça avec une petite pointe d'ironie. Donc j'ai pris le temps, j'ai demandé le temps nécessaire pour que ce Conseil de développement soit paritaire, que le bureau soit paritaire, que les jeunes soient représentés, qu'un certain nombre d'habitants soient représentés. Et le rythme, alors c'est intéressant ce que vous posez comme question, parce que les élus qui sont convaincus de ces questions-là peuvent aussi produire. Hein. Moi, je ne dis pas que voilà, dans nos comportements, dans nos décisions, on peut être amené à produire des discriminations sans le vouloir, évidemment. Mais donc, il faut justement qu'on se donne les moyens pour être alerté et empêcher cela. Et d'autre part, il y a la question du rythme, la question du temps. Le temps politique n'est pas tout à fait le temps de l'administration, ni le temps même des citoyens, qui, eux, à la fois sont très pressés de voir arriver les décisions et les réalisations, l'administration qui a un autre rythme, et les élus qui aussi ont un temps bien précis pour agir. Ils sont élus pour un mandat généralement assez court, 5 ans, 6 ans, et il faut aller assez vite, et en même temps, il faut bousculer les choses. Bon, voilà, on est tous pris dans des rythmes un peu infernaux, mais vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, et moi je ne serais jamais gênée à l'idée qu'on me fasse remonter une difficulté quelconque, mais il faut qu'on nous aide aussi dans les pratiques, dans la mise en place des dispositifs. Il faut qu'on s'entraide les uns les autres pour éviter ce genre de problématiques que vous avez évoquées. Madame, oui. Oui, je me permets d'intervenir au nom de la CAF. Pierre-Louis, tu as pointé les institutions à s'engager. Je souhaite signaler que la CAF est engagée auprès d'un métro depuis un certain nombre d'années, un peu de loin au démarrage. Aujourd'hui, notre direction vient de décider la signature de la charte. Moi, j'attire une vigilance par rapport à ce que tu évoquais, c'est de ne pas montrer du doigt les institutions. On peut tous être discriminants. L'important, c'est qu'on arrive à repérer comment on fonctionne et peut-être à faire avancer des postures professionnelles, ce qui n'est pas chose simple, parce qu'on a des règles de droit qu'on ne maîtrise pas toujours, qui ne dépendent pas forcément de nous, et qui peuvent être elles-mêmes productrices de discrimination. Donc il me semble que ce réseau, s'il a un intérêt, et si on s'y engage, c'est sur
le côté social, puisqu'on a des travailleurs sociaux, les CAF, qui peuvent repérer et faire remonter des situations par leur accompagnement, mais aussi pour que des institutions en interne puissent avancer dans leur façon de faire. Et ça, je pense que ça va mettre un peu de temps. Parce que ça va toucher aussi la question de la simplification des règles et des règlements, des procédures et des processus, et qu'on est en train de toucher, à mon avis, par les réseaux et en essayant de coproduire de la qualification de la discrimination, on touche des choses plus puissantes à faire bouger. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut s'engager. Moi, je pense qu'il y a des institutions qui sont prêtes à s'engager. On va y aller certainement doucement. Mais moi, je remercie la métro de le porter, ce réseau, pour qu'on puisse participer collectivement auprès des associations et d'autres institutions à ce travail. Monsieur Labat. Oui, alors je ferai un écho simplement à ce que Marie-Françoise Gondel vient de dire. Il est vrai aussi que d'autres institutions sont aussi en cours de travail. Alors tout n'est pas remonté encore au niveau de la métro, mais il y a en quelque sorte des sous-réseaux qui existent, et je puis dire que l'éducation nationale, enfin, le rectorat, la DAZEN et l'université sont déjà associés dans un certain nombre d'actions. Je ne voulais pas intervenir là-dessus, je voulais intervenir tout à l'heure parce que notre collègue de Villeurbanne a parlé aussi, a fait référence aux élus. Je voulais simplement témoigner ici qu'il existe actuellement, en construction actuellement, un réseau d'élus, je dis bien, en lutte, un réseau national, des élus qui se sont mobilisés, qui ont produit une charte, et je l'avais mise à disposition de la métro pour la diffuser à tout le monde, qui n'est que signée que par des élus de tout niveau, il n'y a pas de techniciens, etc., à titre individuel. Il ne s'agit pas d'engager effectivement les collectivités ou autres. On demande aux élus de se mobiliser pour effectivement ensuite faire un réseau encore plus puissant pour qu'on puisse, pour l'instant, ce n'est pas une association non plus, nous sommes 15 coordinateurs nationaux, c'est tout ce que nous sommes, et nous essayerons. Alors, il y a la collègue de Villeurbanne, il y a une collègue élue de... C'est vrai qu'il y a souvent des femmes, et la photo qu'on a prise au mois de mars dernier, nous étions effectivement très minoritaires, mais l'important c'est que nous avancions sur le sujet, mais je vous garantis en tout cas qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui manquait, et moi j'avais souvent dit aussi ici à la métro, et puis auprès de Sophie, mais vraiment on a fait un pas de géant, et je suis prêt à diffuser. Nous avons une page Facebook, on a effectivement s'est équipé, mais il faut le diffuser. Donc je le redonnerai à la métro pour qu'elle diffuse, et que les élus puissent signer, comme ça on fera effectivement venir d'autres élus. Voilà, hein, donc je voulais le dire parce que les leaders, c'est Villeurbanne, on le retrouve, et aussi la ville de Rennes, qui n'était pas représentée, mais je connais aussi la collègue qui s'en occupe sur Nantes. Voilà. Merci. Non, il y a aussi à Nantes, également, une élue. Nantes et Rennes. Oui, oui. Ils font la guerre du tout. Monsieur. Oui, Abdellah Benadir, donc directeur du centre social. On est venu aujourd'hui, donc en tant que professionnel, je parle pas vraiment du CCAS des Chirons. On accompagne les habitants, parce qu'on a souhaité qu'ils soient là, parce qu'ils sont dans un projet collectif, justement autour de ces questions-là. Donc sur la ville des Chirolles, donc ça fait quand même 23 ans qu'on organise une manifestation qui s'appelle Cité Victorienne contre le racisme. Donc où chaque année nous avons quand même des thèmes qui ont beaucoup collé au débat au niveau national, sur l'identité nationale, sur des choses comme ça. Donc où effectivement on apporte aussi des éléments, des clés de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui dans la société, pour que chaque citoyen puisse, je dirais, s'approprier, se faire une opinion, mais qu'elle ne soit pas effectivement simplement au niveau des médias, où des choses peuvent effectivement être apportées en termes d'éclairage. On considère que les médias sont tous des éclaireurs. Ce que je voulais souligner, c'est effectivement, donc nous on a effectivement commencé à faire une formation au niveau des discriminations il y a 3 ans, parce qu'on a considéré que les habitants, les élus comme les professionnels devaient se saisir effectivement de ces questions-là. Et grâce à ce travail, je dirais, d'en passer sur le racisme,
ça nous a amené effectivement de plus en plus, avec ce qui se passe au niveau de la société, à s'interroger effectivement sur ces questions-là, pas simplement liées à l'origine, mais aussi toutes les discriminations, bien sûr. Nous, en tant que travailleurs sociaux, on travaille avec ça tous les jours. Je veux dire, en termes de développement social, les usagers ne viennent pas que pour régler des questions de droit, mais il y a aussi des choses sur lesquelles il faut travailler. Moi, je pense qu'un réseau, c'est, je dirais, une force, et c'est bien, on se sent moins seul maintenant qu'il y a un réseau. Donc j'espère effectivement qu'on arrive à amplifier les choses et que, de toute façon, au niveau de la métro, on a toujours été soutenu sur ces questions-là. Donc je ne veux pas parler au nom de la ville ou au nom des élus, mais c'est un constat que je fais en tant que professionnel, puisqu'on est aussi des gens du terrain, et on fait remonter les projets. Moi je pense qu'effectivement un réseau, pour qu'il soit efficace, il faut aussi qu'on identifie bien les niveaux d'intervention, qui fait quoi. Parce que sinon, être dans un réseau c'est bien, c'est rassurant, voilà, mais je veux dire, il ne faut pas non plus que ça devienne auberge espagnole où on ne sait pas qui fait quoi. Donc moi là-dessus, je pense que c'est pas une critique, mais c'est souvent comme ça, c'est comme les collectifs, hein. On est tous d'accord sur ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas qui fait quoi. Donc moi je pense qu'au niveau de la place des institutions, un réseau comme ça, avec des pouvoirs, je dirais, locaux, ça donne de la légitimité à notre démarche, du terrain, en tout cas. Le défenseur des droits nous l'a invité au centre social pour discuter un peu de handicap, etc. Les discriminations liées à l'handicap. Donc je trouve que c'est très bien qu'il y ait ce type de personnes. Donc. Sauf que moi je trouve qu'au niveau juridique, c'est quand même le bout de la chaîne, quoi. Parce qu'avant que ça devienne au niveau du juridique, il y a quand même des choses à faire. Et on a bien vu que beaucoup de situations ne sont pas élucidées, mais parce que personne ne va vous dire vous êtes une femme, je ne vous embauche pas. Et on ne va pas vous dire vous êtes immigré, on ne va pas vous embaucher. On ne le dira pas. Et comment vous allez prouver? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va avec quoi? Et les gens ne vont pas effectivement se plaindre. Parce qu'ils vont se dire de toute façon, je serai perdant d'avance, je n'ai pas de témoin. Donc heureusement qu'il y a des situations aujourd'hui qui peuvent être élucidées. Moi je pense qu'il y a effectivement à bien préciser quelle est la place des institutions dans ces choses-là et quel est le rôle des habitants, des citoyens. Tout à l'heure, un défenseur des droits a dit l'action citoyenne et le changement de posture. Effectivement, il faut qu'on arrive aussi à ce que, je veux dire, une entreprise qui embauche, elle a aussi un rôle social. Elle embauche, donc elle doit avoir aussi une posture vis-à-vis des gens qu'elle embauche. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un travail de citoyens qui doivent aussi agir sur ces questions-là pour qu'au niveau politique, les choses suivent. Parce que juridiquement, c'est du cas par cas et on ne pourra pas avancer. Et je prends l'exemple quand même de la loi sur le mariage. Je veux dire, c'est pas venu comme ça. C'est qu'il y a des communautés de gens qui voulaient effectivement avoir cette loi. Il y a eu un rapport de force qui fait que on a créé une loi et on a fait en sorte que ça existe sur le terrain. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi pour le reste, il n'y a pas cette volonté politique? Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne va pas tout régler par le juridique. Donc il faut qu'il y ait une volonté politique. Je prends l'exemple où le juridique, par exemple, ne peut pas tout résoudre. Regardez le cas des Chibani de la SNCF, ils ont porté plainte, ça fait des années qu'ils portent plainte, et actuellement, ils sont encore en appel parce que la SNCF ne veut pas les indemniser, on attend qu'ils crèvent tous pour pouvoir peut-être ne plus les indemniser. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'action politique, elle doit aussi être aidée, seconder le terrain sur ces questions-là. Donc je ne dis pas que le juridique ne règle rien, mais il faut aussi que ça soit aussi équilibré sur ces questions-là. La question des retraites des immigrés hors CE, ça fait des années, la date est présente ici, donc un de ses directeurs a mis en place un dispositif pour aller je dirais sur le plan juridique. Je veux dire, aujourd'hui, c'est toujours pas réglé, hein. Donc ça veut dire que c'est toujours du cas par cas. Nous, on a fait Cité Plurielle au mois de mars avec des Chibani de Foyer à Doma. La question qu'ils ont posée aux collégiens, parce qu'ils ont eu un échange avec les collégiens, c'est qu'aujourd'hui, quand on revient du pays, le thème des impôts, l'administration nous demande notre passeport pour savoir si on a quitté le territoire au-delà de 6 mois ou pas, pour nous enlever notre carte de séjour. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'État peut intervenir quand même là-dessus pour dire, effectivement, c'est des cas de discrimination flagrante, on n'a pas à demander, je veux dire, à l'employé des impôts, n'a pas à demander le passeport, il n'est pas la police, il n'est pas la PAF. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on se donne les institutions, certaines institutions, qui sont de l'État, c'est lui-même qui crée sa loi, de contrôler des gens, alors qu'effectivement, ça ne devrait pas être comme ça. Donc moi je pense qu'il y a des choses qui relèvent
du terrain, il y a des choses qui relèvent du juridique, il y a des choses qui relèvent de notre travail de société, de l'action citoyenne. Il faut donner le pouvoir d'agir aux citoyens, et nous on travaille en tout cas dans ce sens-là, pour que les habitants se prennent en charge. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils veulent créer un lieu d'accueil, parce qu'ils ont constaté, c'est pas qu'on n'arrive pas juridiquement, c'est que les gens ne trouvent pas de lieu pour écouter, pour avoir une oreille qui les écoute sur ce qui leur arrive. Est-ce que je suis vraiment dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire, etc. Et ils ont dit, ben, nous, on aimerait bien créer ce lieu d'écoute pour qu'on voit effectivement. Après, on passera au juridique, on passera effectivement à d'autres intermédiaires qui pourraient nous aider effectivement à faire ce travail. Merci. Monsieur? Oui, je suis Jean-Michel Siran, je suis juriste au sein de l'association d'aide aux victimes. Et vous me pardonnerez parce que ma question va être très terre à terre. Ça va rebondir un peu sur ce que disait monsieur concernant la place du droit dans tout ça. Est-ce que vous sauriez me dire, grosso modo, dans les projets, dans les affaires que vous soulevez, et quand vous rentrez en contact avec les mises en cause, que ce soit des personnes morales, que ce soit des personnes physiques, que ce soit des institutions, la bienveillance que vous avez des mises en cause lorsque vous commencez à les, pardonnez-moi l'expression, à les chatouiller sur ce problème-là. Est-ce que vous avez une écoute attentive ou est-ce que c'est extrêmement laborieux d'arriver à les impliquer pour corriger les choses? Parce qu'effectivement, je me pose la question et je suis très interrogatif sur l'énergie que l'on va devoir nous passer dans la phase amiable avec des personnes mises en cause pour la discrimination, par rapport effectivement à un fait établi ou non établi, mais qui pourra aller sur du judiciaire sans avoir besoin d'essayer ce travail diplomatique, amiable, etc. Est-ce que vous pourriez me dire, grosso modo, dans toutes les affaires que vous avez traitées, quelle est la proportion des gens mis en cause, attentifs, qui font l'effort? Donc, dans le réseau de vigilance, on ne traite pas des affaires, mais des situations des situations. Le défenseur des droits peut-être traite des affaires. Bon. Pour ce qui concerne les intermédiaires, c'est-à-dire le traitement fait par la mission locale, par un centre social qui a des permanences emploi-formation, par une association d'accompagnement au logement. Donc ce n'est pas des affaires, c'est des situations où on repère un risque, une potentielle discrimination. Là, c'est du rappel au droit, c'est du travail qui doit être fait, qui, de mon point de vue, n'est pas du travail supplémentaire. C'est juste faire son travail. Hein, c'est-à-dire que si un bailleur refuse un logement sous prétexte que le logement a une famille, par exemple, d'origine africaine, qui a 5 enfants, alors qu'on est sur un logement qui a la superficie nécessaire, et qui dit non, mais le logement il n'est pas assez grand, alors bon, et ben, c'est le boulot de l'association d'appeler le bailleur, de rappeler, de dire non, attendez, regardez, là, peut-être le nombre de pièces il y en a moins, mais la superficie, ça rentre en compte, donc vous ne pouvez pas refuser ce logement à cette personne. C'est le travail, c'est tout. Ça prend très peu de temps dans la mesure où c'est automatique. Hein. Quelquefois, c'est un peu plus complexe, parce qu'effectivement, on peut avoir des situations qui demandent à ce qu'il y ait une qualification juridique antérieure. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre une semaine. Moi, je travaille assez vite. Et donc, ensuite, c'est pas moi qui qualifie, mais j'en vois tout de suite. Ça, c'est très important. Et donc, ça veut dire qu'après, on a des éléments. Et en général, c'est d'abord un coup de fil par des professionnels. Effectivement, tous les professionnels ne se sentent pas à l'aise pour faire ça. Par des professionnels qui sont des correspondants dans les structures, nous on en a 2 qui font ça assez régulièrement. Et quand dans des situations comme ça, je dirais 1 fois sur 3, la situation se règle. D'autres situations ne se règlent pas. Et donc on a la palette, on monte, ça peut être le directeur de la structure qui appelle le directeur de l'autre structure, puisqu'avant on a eu des échanges à un niveau de professionnel à professionnel. Ça peut être ensuite des structures qui m'appellent parce que les intermédiaires ont dit mais si vous ne connaissez pas le droit, il n'y a pas que des gens mal intentionnés. Et puis quelquefois il y a des discriminations qui sont impliquées, comme disait Madame de la Cave, dans des règlements. Et donc dans ce cas-là, c'est là où on va traiter
avec du droit et aussi, pourquoi pas, avec de l'intervention, avec de se dire, bon, par exemple, vous avez pris on peut dire, vous avez pris un règlement intérieur, vous pensiez être en votre bon droit, mais il se trouve que juridiquement, ce règlement intérieur, finalement, il va être discriminatoire. Donc en général, ça prend un peu plus de temps, parce qu'on n'enlève pas un règlement intérieur juste parce qu'il y a un intermédiaire d'emploi appliqué. Bon. Mais les dossiers en règle interne comme ça, il y a effectivement des dossiers où il n'y a pas de suite parce qu'on n'est pas dans le cours, parce que les personnes l'ont dit, mais en disant je ne veux pas que vous le disiez, donc peu importe. Voilà. Mais je pense que c'est pas. Il n'y a pas c'est pas énorme, ça se fait, ça doit se faire comme vous feriez, comme une agence immobilière qui aurait un logement qui sera insalubre. Il n'y a aucune raison qu'elle n'appelle pas un propriétaire en lui disant votre logement est insalubre, mais il va falloir le mettre aux normes. Voilà, c'est à peu près la même chose. Mais on a une espèce de réticence qui n'a pas lieu d'être, qui est une forme de banalisation, d'acceptation des discriminations. Moi j'avais. Bonjour, je suis donc Jemina Chakrit du collectif de la lutte contre la discrimination à Échirol. Et j'avais juste une question pour rebondir un petit peu sur tout ce que vous avez dit. C'est au niveau des... oui, au niveau des personnes qui s'adressent à vous grâce à votre macaron là, que vous avez fait. Est-ce que vous avez pu récupérer beaucoup de personnes discriminées grâce à ça? Parce que moi, j'ai fait partie personnellement d'une association, SOS Racisme, il y avait beaucoup de gens qui venaient se plaindre, mais ne savaient pas où s'adresser, tout ça, et qui sont partis vraiment sans accompagnement, souvent, très souvent. Et ça, malheureusement, il n'y a rien qui est fait sur la métropole par rapport à ça. Il y a beaucoup d'associations qui existent sur les discriminations et tout ça. Donc les gens pensent s'adresser à ce genre d'association pour être aidés. Et à la finale, on les renvoie parce que, justement, par manque de formation ou autre, on ne se sent pas capable justement d'accompagner ce genre de personnes. Est-ce que grâce justement à votre macaron du point info, vous avez pu justement récupérer et accrocher justement ces gens-là? C'est la question principale. Je ne peux pas vous répondre parce que les macarons, ils viennent d'être mis il y a un mois et les personnes formées il y a un mois. Par contre, juste deux points. C'est un des points très importants. Ce qui est très important, c'est de qualifier les structures dont la mission est d'accompagner les personnes à faire valoir leurs droits, de façon à ce qu'on ait des permanences juridiques qui soient qualifiées. Voilà. Moi, j'ai constaté qu'à Grenoble, ça fait 40 ans que je milite. Moi, je connais les représentants du monde. Et Micro, madame. Micro. Ils ne connaissent pas, ils n'en voient pas. Je pense qu'il va falloir, je ne sais pas comment, mais il va connaître. Il y a plusieurs associations qui reçoivent, mais qui n'envoient pas au bon destinataire. C'est des perspectives, là, c'est la dernière Mais là, effectivement, il me semble qu'il suffit de lister un petit peu les associations qui interviennent sur ce sujet sur le territoire et de leur proposer des formations à l'accompagnement des victimes et à la réorientation. Et du coup, Et juste pour dire une petite phrase par rapport à ce que vous disiez, monsieur, c'est aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de discriminations qui sont complètement inconscientes et qui sont involontaires. Et donc là, à ce moment-là, c'est-à-dire que parfois on va pouvoir tomber sur une offre d'emploi qui va mentionner des critères discriminatoires, ou alors voilà, d'autres types de discrimination. À ce moment-là, simplement en signalant, il y a des personnes qui vont être à nous remercier en fait aussi de leur avoir rappelé le droit. Effectivement, je partage aussi ce que disait Marie-Christine, à savoir c'est un devoir. Si par exemple les services publics par exemple peuvent aussi, si on a conscience de discrimination par eux, et ben, même s'ils ne sont pas forcément contents et pas forcément bienveillants, ben, peu importe. Je pense que je n'ai pas été très bien compris. Toutes les discriminations que l'on relève nous dans votre association, aucune victime ne vient nous voir sur le thème de la discrimination, elle vient nous voir sur un problème juridique accessoire.
premièrement. Et notre mission ne s'arrête pas à envoyer une lettre aux mis en cause en disant vous devez respecter la loi, monsieur. Parce que vous devez respecter la loi, monsieur, ça ne satisfera pas la victime qui n'aura pas eu sa solution. Donc ça, c'est le début, et on ouvre le bal à ce moment-là. Mais moi, l'important, c'était de voir si je pouvais compter, par votre expérience, si je pouvais compter par rapport aux mises en cause sur une écoute attentive. Le simple fait d'envoyer une lettre en disant « je vous rappelle que la loi vous oblige à », ou combien de fois des mises en cause, quand on leur dit « vous savez que la loi vous le rappelle », ben, merci infiniment de m'avoir informé que je n'ai pas respecté la loi. Je vous invite à boire un coup. Des rencontres comme ça qui étaient faites par l'association Arcade qui est sur le territoire à Villeurbanne. L'association, par exemple, a demandé plusieurs fois, à part sa situation, de rencontrer en écrivant, en disant on souhaite vous rencontrer avec la personne. Et des bailleurs sociaux, des entreprises ont rencontré les juristes de l'association, le président, et la discussion, c'est passé comment on répare ça, voilà, et donc c'est du travail, là, pour le coup, de l'accompagnement juridique, et ça peut se faire, et ça se fait en général. Personne n'aime être rappelé à l'ordre en cas de discrimination, et on a des structures qui en tout cas veulent bien commencer à discuter pour voir ce qui peut être fait, y compris avec des associations. Oui, peut-être que je vais évoquer quelques réponses par rapport à des éléments qui ont été évoqués. Je pense que, d'abord, je voudrais remercier les collègues des villes. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que c'était vraiment très clair. Elles ont insisté sur des points qui me paraissent très très importants parce qu'ils peuvent être effectivement des perspectives pour le réseau de Grenoble. Notamment, le grand territoire fait que on sait très bien que ce réseau est encore très peu connu en fait. Et que donc il y a des tas notamment auprès des habitants. Donc la question des points relais, d'information, tout ça, moi ça m'interpelle beaucoup parce que c'est pas du tout la première fois que j'entends ça, qu'on ne sait pas l'existence de ce réseau. Après, sur la question, ce qui m'a aussi interpellée, c'est la question de l'accompagnement juridique. Les deux questions qui ont été évoquées, elles ont été évoquées en cellule de veille. Et je voudrais quand même dire que la cellule de veille a permis ce dialogue, justement, parce que ça a permis de creuser, mais pourquoi donc cette situation remontée aux défenseurs, la structure accompagnante n'est pas au courant, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc on comprend le fonctionnement, on comprend qu'au niveau du défenseur, effectivement, ils vont pas interpeller l'accompagnant de la personne pour des tas de... Et du coup, on comprend aussi que c'est peut-être pas à ce niveau-là qu'il faut faire remonter la situation, etc. Et on avance comme ça. Et on avance aussi, on prend en compte le délai du défenseur. C'est-à-dire que sur l'autre situation, on était en attente de la réponse du défenseur. Et là, on s'est rendu compte qu'il ne faut pas attendre. Et que du coup, il faut aussi chercher d'autres ressources. On s'est dit, il y a la CPAM, il faut agir. Et on est en train de construire des stratégies, mais on en est à la 3e cellule. Donc on voit bien que, moi je sens une évolution, que les professionnels ont compris que le but de la cellule, c'est pas de repérer et de compter, c'est vraiment d'agir à leur niveau. Mais ça, c'est difficile parce que pour l'instant, moi j'ai beaucoup interpellé sur la nécessité que les structures se forment, que les services engagés se forment, et j'avoue que j'ai du mal à avoir des réponses. Il y a 1 ou 2 personnes formées dans la structure qui est membre de la cellule de veille, et c'est tout. Et je pense que ça, comme il y a un point de vigilance qui a été mis là-dessus, c'est difficile de se sentir isolé dans une structure. Il faut vraiment travailler cette question de la formation des structures. On a un cadre qui est relativement souple, le règlement de fonctionnement de la cellule de veille. On fera à la rentrée un point sur ça, c'est-à-dire est-ce que quand il y a un absent, le suppléant vient? Est-ce que l'engagement qui consiste à former les personnes, il est bien respecté? Enfin voilà, on va faire un point de fonctionnement. On a fait 3 cellules. Voilà, donc on avance comme ça petit à petit, et je pense aussi que la question de l'accompagnement,
elle est posée aussi par notre fonctionnement, c'est-à-dire que ce qui se passe à Villeurbanne avec un accompagnement qui va être plutôt, en plus grande proximité, mais très qualifié juridiquement, et peut-être quelque chose à laquelle aussi il faut réfléchir parce qu'on a vu que on a des associations. Nous, on est, par rapport à Nantes, on est relativement faible en association de lutte contre les discriminations avec des accompagnants juridiques. Le territoire est faible de ce point de vue, on l'a constaté depuis longtemps. Et donc on a cherché, on avait au départ un peu plus de juristes, mais les difficultés aussi des associations ont fait qu'on en a perdu. Et du coup, la question vraiment se pose, d'avoir du point de vue juridique et une permanence ou des permanences. Voilà. Après, il y a des communes qui ont développé, je pense à Fontaine, qui a développé un accompagnement, mais avec une association, donc on sait aussi qu'elle a des fragilités et qu'elle a supprimé des permanences en centre-ville, par exemple. Et c'est sur le droit des étrangers, c'est pas sur les discriminations. Donc on a des associations qui interviennent sur le droit des étrangers, sur les demandeurs d'asile, l'ADA, voilà, ils sont engagés dans le réseau, mais sur les discriminations, il y a une vraie question à poser sur le territoire, sur l'accompagnement, sur des situations de discrimination. Voilà un peu sur les perspectives, me semble-t-il. Madame, vous avez une question ? Alors, nous, c'est la première fois qu'on vient ici, c'est peut-être un peu naïf, comme on l'a entendu. Ce qui nous a fait venir, c'est le mot égalité, et non pas discrimination. On s'est peut-être pas reconnu dans le mot discrimination, mais pas une association, a priori, de lutte contre la discrimination. On est une association sur l'application du droit, et du droit pour l'enfant. Et il y a une discrimination de l'enfant, que nous, on estime qui n'est pas très reconnue. Et on s'appelle le relais enfant-parent Isère. Le droit de l'enfant est de voir ses deux parents. Ça a été ratifié par l'État français, c'est signé à la Convention des Nations Unies. Et nous faisons l'accompagnement en prison, voir un parent qui est en prison. C'est un droit qui n'est pas appliqué et qui devrait être appliqué. On est venu justement pour ce... Alors l'accompagnement, le mot accompagnement, c'est notre pratique au quotidien. Mais c'est le mot égalité et pas discrimination. Et ce que je pense... Il doit y avoir beaucoup d'associations qui travaillent pour le droit, qui ne travaillent pas pour la discrimination, mais qui travaillent au fond contre la discrimination, pour le droit des uns et des autres. Et ils ne sont peut-être pas assez concernés, je ne sais pas si elles sont toutes invitées. C'est la première fois qu'on vient. J'aimerais savoir quelles sont les autres étapes auxquelles on pourrait participer, pas participer, avec des représentants de la loi. Voilà, c'est un peu une réflexion parce que c'est la première fois qu'on participe à cette réunion. Bon, est-ce que ça fait transition vers des perspectives? Oui, j'ai oublié simplement une chose dans la perspective qui a peut-être pas été évoquée ou en filigrane un peu peut-être déjà, mais il se trouve qu'on a un dispositif comme ça nécessite que les structures porteuses soient aussi elles-mêmes agissent en la matière en interne, en tant voilà. Et ça, et d'ailleurs dans la cellule, il y a des situations qui sont remontées qui étaient de l'ordre des situations internes à des structures. Et on n'a pas vocation à les traiter. Mais par contre, elles remontent, parce que bon, les gens ne savent pas trop si c'est à l'interne, externe, parce qu'ils savent qu'ils peuvent les faire remonter. Mais les professionnels, j'entends, donc elles remontent, et donc on observe qu'il y en a un certain, il y en a, et donc ça nécessite aussi vraiment que les structures engagées, que les institutions porteuses, etc., travaillent vraiment ces questions-là. Parce que voilà, c'est essentiel pour être crédible, c'est vraiment essentiel. Alors, il y avait aussi un autre point qu'on n'a pas tellement abordé, peut-être, c'est aussi la question de... Enfin, moi j'ai bien... Je suis partie, mais la place des différents acteurs. C'est vrai que c'est pas facile à construire dans le réseau. Je pense qu'il y a des gens qui ont parfois été un peu dans le réseau perdus, mais je suis où en fait? Je suis dans les acteurs accès au droit, je suis dans la lutte contre les discriminations. Enfin, ça se structure petit à petit.
Et je pense que vous nous avez aidé aussi à bien voir les choses, parce que chaque réseau est structuré de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les professionnels qui vont repérer et agir. Il y a tout le relais accès au droit qui peut être un relais d'information, un relais, et il faut faire attention à ne pas confondre avec un relais juridique qui s'il n'est pas spécialisé, sera inefficace sur les discriminations. Et puis il y a les institutions qui ont évidemment leur rôle de porteur et d'action, de moteur du dispositif. Et il y a une dimension aussi qu'on n'a pas donc évoquée, mais qui me paraît importante, c'est la question de l'observation. C'est-à-dire que Madame Salah disait lors de la conférence de presse que les situations qui remontent nourrissent le comité de pilotage et nourrissent la réflexion. Mais si on s'en tenait qu'à ces quelques situations, on n'aurait pas une vision très proche de la réalité finalement, parce que comme disait monsieur Deschirol, il y a entre ce qui existe, le phénomène massif que c'est, et ce qui remonte, il y a un hiatus. Donc le rôle aussi de tous les partenaires égalité, c'est de travailler, de co-construire avec nous, tous ensemble, l'observation de ces phénomènes, l'analyse de ces phénomènes. Moi, je suis toujours frappée dans les formations. On n'a pas le temps de produire des comptes rendus de formation qui seraient suffisamment diffusés, etc. Mais il y a beaucoup de réflexion et d'analyse de ce qui se passe. Il y a des processus qui sont à l'œuvre en ce moment, qui sont nouveaux, qui n'arrêtent pas de changer. Et ça, c'est important de le rendre visible. Et je pense que c'est aussi... le but du réseau, c'est aussi ça, c'est de travailler davantage l'observation, l'analyse des choses, et donc au travers des groupes de travail, de ce type de réunions et d'autres, tout ce qui peut exister aussi, mis en place par chaque structure, bien sûr. Bien, merci pour ces précisions. Vous avez déjà évoqué les pistes et les perspectives. Sophie, je vous remercie. Avant de conclure, je veux aussi remercier l'ensemble des intervenants qui viennent d'assez loin finalement, Villeurbanne, Nantes et Paris. Merci pour vos témoignages parce que, évidemment, c'est l'objectif même d'une rencontre comme celle-là, c'est s'enrichir des expériences des uns et des autres, des unes et des autres. Et grâce à vos témoignages, je pense qu'il y a un certain nombre de réflexions qui viendront à nous, notamment au sein du COPIL, du réseau Égalité. Juste pour répondre de façon extrêmement générale, je ne fais pas une réponse très détaillée, mais oui, ce réseau, c'est un réseau partenaire égalité, avant toute chose. Mais évidemment, l'égalité, elle se traite aussi par le biais de la lutte contre les discriminations, puisque c'est le facteur qui empêche justement les unes et les autres d'être égaux face à la loi. Donc, pour nous, c'est évident que la question de l'égalité est la ligne de conduite que l'on poursuit sans hésitation. Je reprendrai simplement les 4 axes de travail qui sont les nôtres, c'est-à-dire repérer et, si possible, réparer les situations qui nous sont présentées, notamment au sein de la cellule de veille que nous avons mise en place. Il ne s'agit pas seulement, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de compter le nombre, d'établir des statistiques, c'est important, mais il s'agit aussi d'analyser les situations, d'aider, d'accompagner à la fois les professionnels qui ont constaté ces discriminations, accompagner éventuellement la personne qui a été victime de discrimination, et puis éventuellement accompagner et proposer nos services, notamment en termes de formation, aux structures qui ont été à l'origine de la discrimination, involontairement ou quelquefois volontairement, mais souvent involontairement, donc travailler sur des questions de formation, sur le comportement, les pratiques professionnelles, etc. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est votre collègue de Nantes qui disait qu'il faut oser faire remonter les situations auprès de cette cellule, ne pas hésiter, même si ça n'est pas forcément une situation dite de discrimination, mais au moins on pourra analyser et identifier ce type de comportement ou d'action. La deuxième chose, c'est évidemment de faire émerger la parole des victimes déjà, c'est important.
Alors, la métro n'aura pas cette vocation de créer un lieu d'expression. Elle n'en a pas forcément ni les compétences, ni les moyens, parce que, bon, c'est très compliqué. Mais au moins, faire émerger la parole à la fois des professionnels, éventuellement de quelques victimes, des associations qui sont confrontées à ces situations. Je vais très vite parce que je ne veux pas aller au-delà de l'heure qui a été évoquée dans un premier temps, c'est-à-dire 17 heures. Il s'agit aussi, en tant qu'employeur, en tant que collectivité territoriale, il s'agit de former l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs sur ces questions-là, parce que nous pouvons créer, en effet, sans le vouloir, involontairement, des faits de discrimination, et donc il faut adopter des pratiques, des attitudes, des comportements, des postures, et même les politiques, hein. On doit aussi être attentif, parce qu'on peut aussi créer des décisions qui peuvent entraîner des formes de discrimination. Communiquer, sensibiliser, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il faut afficher encore le fait que discriminer, ça n'est pas égal, et que par conséquent, ça peut, en reprenant la phrase tout à l'heure évoquée par Madame Puglietti, excusez-moi, je m'emballe dans mes propos, Puglietti qui disait il faut donner cette légitimité-là aux personnes qui souhaitent déposer plainte pour fait de discrimination. Donc ça veut dire qu'il faut afficher l'idée que c'est discriminer, c'est illégal. Par conséquent, si j'entre dans une démarche de dépôt de plainte, eh bien, mon action sera légitimée par ce fait-là. Voilà, donc il y a plusieurs actions en cours qu'il nous faut évidemment développer, affiner, parce qu'on n'en est qu'au début d'un long processus. Et puis enfin, sur le plan de l'animation de ce réseau, il y a, comme le disait tout à l'heure l'intervenant, il y a à bien définir et repréciser le qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui peut intervenir dans quelles circonstances et quel est le rôle évidemment de la métro dans tout cela. Mais en tout cas, je sens que bon, ensemble, on a évidemment beaucoup d'énergie pour venir enrichir cette première étape-là. Ça fait 1 an, bon, on est encore tout récent dans cette démarche, et surtout, il n'y a pas de recette toute faite, de recette miracle. Hein. Donc, on se cherche les uns les autres, et donc, d'une certaine manière, on apprend à marcher en marchant, évidemment, et je pense qu'on va progresser dans les mois et les années à venir, et je suppose aussi que vous continuerez à nous suivre, soit à travers de séminaires, de conférences aussi que nous serons amenés à organiser, parce qu'on a besoin aussi de s'enrichir et encore une fois d'oxygéner un peu nos façons de penser, nos prismes sur ces questions-là. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour d'autres occasions et j'espère que vous serez aussi nombreux et aussi nombreux qu'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je remercie les défenseurs des droits, je remercie les différentes intervenantes. Monsieur également pour votre animation, Nadia également pour l'animation de la première table ronde, et vous tous et toutes qui avez évidemment, par vos questions et vos remarques, fait enrichir le débat. Merci beaucoup. Merci.